4 septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta est élu à la tête de l'État après une période de transition suite au coup d'État de 2012. À ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour lui permettre de remettre le pays sur les rails et de combler les attentes des Maliens. Un large soutien des Maliens, avec 77,61% des voix au second tour de l'élection, la souveraineté est rétablie sur l'ensemble du territoire national. Les accords de Ouagadougou jettent les bases de futurs pourparlers en faveur de la paix, pourvu que ceci soit mené 60 jours après son élection. L'appui, notamment financier, presque unanime de la communauté internationale. Dès les premiers mois de sa gouvernance, IBK déçoit. Les scandales juridico-financiers deviennent tout de suite la marque de fabrique de son régime. Achat extravagant d'un second avion présidentiel dont le montant reste encore méconnu à ces jours, en tout cas pour le contribuable malien dont l'argent a servi à acheter cet avion. Surfacturation grossière et avérée des marchés de l'armement et des tracteurs. Népotisme avec la nomination des proches du président à des postes de responsabilité. Sanctions économiques infligées par les institutions financières. Scandale des engrais frelatés. Suspension du droit de vote du Mali à l'ONU. Processus de paix plus que jamais dans l'impasse. Instabilité gouvernementale avec d'incessants et nombreux remaniements. Enfin, une détérioration du climat social jusqu'ici jamais égalée. Après 4 ans au pouvoir, le constat est amer. La perspective de voir désormais IBK sortir le Mali de l'ornière est illusoire. Les promesses du candidat IBK se sont transformées en cauchemars. Depuis 4 ans, les mêmes interrogations nous reviennent sans cesse. Où est le bonheur des Maliens? Que devient l'honneur du Mali? Et surtout, où va le Mali? Malheureusement, aujourd'hui, les réponses à ces questions sont connues de tous. Le 11 décembre 2016, après une rencontre à Bamako entre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et son homologue des Pays-Bas, Bert Koenders, sur des questions migratoires, le ministère néerlandais des Affaires étrangères annonce la conclusion d'un accord dit de réadmission entre l'Union européenne et le Mali. Les autorités maliennes prendront des mesures pour lutter contre la migration et accepteront officiellement le refoulement des Maliens en situation irrégulière. En contrepartie, l'Union européenne s'engage à verser des fonds en faveur du Mali. Les autorités maliennes demandent la signature de tout accord, évoquant uniquement des discussions s'étant soldées par un communiqué conjoint. Plusieurs ministres de la République montent au créneau pour démentir. Je puis vous dire aujourd'hui qu'aucun accord de réadmission n'a été signé entre notre pays et M. Bert Koenders lors de sa visite dans notre pays le 11 décembre dernier. Donc ça, je tenais vraiment à clarifier ce point, qu'il s'agit bien d'un communiqué commun et non d'un accord. Elle n'a pas la valeur juridique, elle n'a pas de forme obligatoire. Aucun accord n'a jamais été signé, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, une mission du ministère des Maliens de l'extérieur a procédé à l'identification de citoyens présumés maliens en situation irrégulière en Allemagne. 2 Maliens sont rapatriés à Bamako par vol spécial grâce à un laissez-passer délivré par l'ambassade du Mali en Allemagne, et ce, dans des conditions ignobles. Ne ma foyi kɛ ma suɲali kɛ ma mɔgɔ faga an de b'an ka faami wele ne nana n bɛ mɔgɔ ta baara la yan n bɛ mobili bila ka na n bɛ mɔgɔ sara 15,000 mɔgɔ 3 n ye wari min don Mali ka gouvernement la a ka taa ni miliyɔn 20 n ka baarakɛlaw bɛ nana yan depuis don min na y'i minɛ a bɛɛ jigi tigɛna n ka somɔgɔ a bɛɛ jigi tigɛna. Quand il est Amadou Ba a dit que quoi a taara papier fɔlɔ min ɲini a fila bolo o ye de ka taa ambassade fɛ Tumani Jimɛ Jalo n b'a fɛ k'a dɔn nga droit demander nga papier ou est lettre à quoi aller se garer koni kafo ni malien papier là aboka dimaba les papiers là allez ma sebe
Ambassade qui est minier ni papier sur Michel Jean conteste à Diabou Flente c'est à confirmer côté malien. Oui à toi. Ou ambassade qui est de Benatouni le même l'état. Ou ambassade changera dia. Ou devait être passé libéré. Le ministre des Maliens de l'extérieur a pris le même vol que des Maliens refoulés de France. Il est menacé. Voilà, il faut qu'on le dépêche au moins. Qu'on le dépêche, c'est pas un animal. Qu'on le dépêche. Dès qu'on a décollé, on décache. Non mais qu'on le dépêche, c'est pas un animal qu'on attaque. C'est pas un animal. Le 16 décembre 2016, pour la deuxième fois, l'opposition parlementaire renforcée par le groupe ADP Maliba Sadi dépose une motion de censure contre le gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Cette motion de censure est motivée par 3 faits essentiels, à savoir le consentement du gouvernement à autoriser l'Union européenne à refouler des Maliens de l'Europe, l'incapacité du gouvernement malien à assurer la sécurité des personnes et des biens, et l'incapacité du gouvernement malien à organiser des élections communales crédibles et sur toute l'étendue du territoire national. Sous-signé, venant par la présente, en application des articles 78 et 80 de la Constitution du Mali en vigueur, et conformément à l'article 96 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, déposer une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta pour les motifs suivants. Consentement du gouvernement à autoriser l'Union européenne à refouler les Maliens de l'extérieur. Incapacité à assurer la sécurité dans le pays, notamment en accusant un retard injustifié pour la préparation et l'adoption d'une loi d'orientation sur la sécurité, et au demeurant, en ne dotant pas conséquemment les forces de sécurité pour leur permettre de faire face aux périls sécuritaires. Incapacité à organiser des élections communales crédibles et sur toute l'étendue du territoire national. Au même moment, le climat social s'embrase. Du 9 janvier au 12 février 2017, une grève illimitée des syndicats de la magistrature paralyse la justice malienne avec pour conséquence l'impossibilité d'obtenir notamment un certificat de nationalité et casier judiciaire. Les gardes à vue sont prolongés, les jugements sont ajournés avec des centaines de prisonniers qui s'entassent dans les cellules. Nous avons demandé des réformes institutionnelles en profondeur. Des réformes institutionnelles en profondeur qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la dotation en matériel, la formation, le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, l'installation. Le gouvernement du président Ibeka, premier magistrat du pays, échoue à prévenir et à éteindre l'incendie. Cet échec traduit la perte de confiance entre les magistrats et les gouvernants. La justice populaire s'est substituée à la justice conventionnelle. Le 19 janvier 2017, l'URD dépêche auprès des syndicats des magistrats une délégation conduite par son président, l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique, afin d'échanger sur les raisons de la grève et celles de l'échec des négociations avec le gouvernement. Après plus d'un mois de négociations au point mort, la grève illimitée prend fin. Après les magistrats, c'est au tour des médecins d'entamer une grève illimitée le 9 mars 2017 pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le secteur de la santé publique paralysé au Mali. Comme ici au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako, la majorité des centres de santé observent le mot d'ordre de grève illimitée lancé par les syndicats du secteur le 8 mars dernier. Des médecins aux infirmiers en passant par les sages-femmes, à peu près tous les métiers de l'hôpital sont concernés par le mouvement. Pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas de négociation. Il s'agit d'appliquer les accords, les engagements que le gouvernement a pris en novembre 2016. Il s'agit d'aller à ces engagements et non pas à négocier. Pour nous, il n'y a pas de négociation, il s'agit d'une mise en œuvre du protocole d'accord qu'on a signé.
Face à la sourde oreille du gouvernement, les agents de la santé et de l'action sociale sont déterminés à faire aboutir coûte que coûte leurs revendications. Et ce que nous demandons, ce n'est pas de la mer à boire. Nous demandons juste à un pays de s'occuper de ses enfants. Nous demandons à des dirigeants de fréquenter les hôpitaux au même titre que les vendeurs de café ou les jeunes journalistes que vous êtes qui n'avez pas assez de moyens. Nous leur demandons d'arrêter d'utiliser nos impôts pour aller se faire soigner au Maroc ou en Tunisie pour une petite toux ou pour une petite grippe. Nous leur demandons de venir jeter un coup d'œil sur nos lits d'hospitalisation. Nous leur demandons de venir voir les dessous des escaliers sous lesquels nos agents dorment. Et nous leur demandons de faire face à leurs responsabilités, d'assurer le bonheur du peuple malien. Et ce bonheur passe par des soins de qualité, par des soins dignes. Nous avons aujourd'hui des hôpitaux, il faut le dire, qui ne sont pas dignes de soigner des animaux. Et c'est ici que nos épouses viennent. Vous savez, nous sommes du personnel socio-sanitaire, mais nous sommes tous des potentiels malades. Chacun de nous, ou de nos pères, ou de nos mamans, peuvent se retrouver à tout moment dans un hôpital. Et chacun de nous a intérêt à ce que ce pays se relève. Mais pour que cela soit, il faut d'abord qu'on commence à mettre l'homme au milieu des préoccupations. Il faut qu'on arrive à s'occuper sérieusement, je dis bien sérieusement, de la population. En cette période de canicule, les maladies les plus anodines se compliquent. Les patients ne pouvant pas s'offrir une prise en charge dans les structures privées s'en remettent alors à Dieu. Les centres de santé et les hôpitaux publics se transforment en mouroirs. Le mépris du gouvernement envers les agents de la santé aura des conséquences désastreuses. Le pays sombre dans un état de catastrophe sanitaire sans précédent. dɔw yɛrɛ anw bɛ Bamakɔ an yɛrɛ ka fisa dɔɔni minnu bɔra burusiw kɔnɔ ka na i bɛna so ta location na banabaatɔ b'i bolo wa analyse a si ma nɔgɔ 30,000 20,000 kɔ a bɛɛ bɛ kɛ payika de la ponji yɛrɛ machine tɛ bi i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka i jigi da machine min kan. Ne bɛ jalisi la a bɛ san 6 bɔ bon jalisi la an sɛgɛnnen don sa ɲinan yɛrɛ an sɛgɛnna an ma deli k'aw sɛgɛn ɲɔgɔn na ye mansininw bɛ tiɲɛnen don bon n'o dilanna a tɛ tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔn na kan a bɛɛ bɛ tiɲɛ tuguni bon n'a nana caman de bɛ bɔ ɲɔgɔn kan i yɛrɛ min kan ka don heure mun na i tɛ don heure la n'i bɛ don sɔgɔma i bɛ don fo sufɛ o bɛ waati dɔ la fo sini sɔgɔma. Tiɲɛnen don an tɛ ka dialyse kɛ ka ɲɛ normalement an kan ka dialyse kɛ 3 fois par semaine sisan an b'a kɛ 2 fois o 2 fois yɛrɛ o dɔgɔyara sisan dɔw b'a kɛ 1 fois par semaine parce que machines tiɲɛnen don. Et depuis des années, tout ce qu'on pouvait même faire dans le temps, on ne peut plus le faire au point G. C'est déplorable. C'est déplorable. Il y a des gens qui viennent au point G qui regrettent d'être venus. Il y a des gens qui viennent, ils disent au moment où on est venu, on se sentait mieux. C'est ici que rien que par l'administration, le va-et-vient, on est épuisé. C'est là que ma maladie s'est aggravée. Il est admissible que dans un hôpital de 3e référence, un CHU, qu'on ne soit pas capable aujourd'hui de faire une créatinémie. Un groupage. Goutte épaisse. C'est inadmissible. L'URD va à la rencontre des grévistes et constate l'urgence tragique de la situation. Vivement préoccupé par la dégradation généralisée du climat social, Soumaïla Cissé sollicite une audience auprès du président de la République le 3 avril 2017. Le chef de file de l'opposition demande alors au président de s'impliquer personnellement pour mettre fin à cette situation dramatique et invite le gouvernement à faire les concessions nécessaires pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en vue de l'apaisement du front social. Vous savez, c'est ce que je souhaite. Notre démarche aussi est un signe d'apaisement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut que le travail puisse être pris rapidement, que les réformes qui sont certainement nécessaires puissent être faites et qu'on envisage de trouver des solutions pérennes. Parce qu'il ne s'agit pas juste de penser la plaie, il faut guérir la plaie, il faut aller plus loin. Je pense qu'une bonne intelligence entre ceux qui sont en grève, entre le gouvernement, entre toutes les bonnes volontés
devrait nous permettre de sortir de cette situation qui est très très préoccupante et qui nous inquiète beaucoup. Nous avons eu la chance de visiter les hôpitaux, nous avons échangé avec les syndicats et je pense que tous ceux qui ont vu les malades dans les hôpitaux sont meurtris, sont extrêmement inquiets et il était notre devoir vraiment d'en parler au chef de l'État. Le 16 avril 2017, une issue est enfin trouvée entre le gouvernement et les grévistes. Le Mali vient de connaître ainsi la plus longue grève des agents de la santé de son histoire. Le bilan se chiffre à 300 morts, notamment dans les services pédiatriques. Manifestement, le dialogue entre gouvernement et partenaires sociaux est rompu. Le syndicat national des chauffeurs et transporteurs routiers du Mali se met également en grève du 22 au 26 mai 2017. L'approvisionnement en carburant des stations-service est bloqué, avec pour conséquence une grave pénurie et une flambée spectaculaire des prix à la pompe. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali observe une grève illimitée depuis ce lundi 22 mai. 5 points de revendication qui sont les tracasseries policières, l'augmentation des salaires, la couverture sociale sont évoqués par les grévistes. Après 5 jours de grève, les commerces et stations-service, faute d'approvisionnement, ont accusé le coup, laissant planer le spectre des augmentations abusives des prix en ce mois béni de Ramadan. Bamako et les autres grands centres urbains du pays sont paralysés. Les rares stations-service approvisionnées sont prises d'assaut. Les grandes artères de la circulation sont désertées. Le 26 janvier 2017, le gouverneur du district de Bamako démantèle les kiosques des jeunes vendeurs et réparateurs de téléphones portables à Malitelda devant la direction commerciale de Malitel sans préavis et tenez-vous bien à 4 h du matin. C'est déplorable. Il y a plus de 700-800 jeunes qui sont là, qui travaillent, qui nourrissent leurs familles, qui peuvent vivre des familles dans le village, dans leur village respectif. Et on vient d'un coup détruire ce qu'ils ont comme boulot. Et en échange, on ne leur donne rien. Le pays n'a pas besoin de ça maintenant. Il y a eu l'attentat de Gao, nous sommes en deuil, tout le pays est concerné. Une destruction sans écrasement synonyme de dizaines de millions de francs CFA perdus. Ce sont environ 160 kiosques et 500 emplois détruits à raison d'au moins 3 emplois par kiosque. C'est autant de familles qui sombrent dans la précarité. L'URD, dans un communiqué, constate avec désolation cette démolition et estime que le gouvernement de la République du Mali, avant d'autoriser de telles opérations, aurait dû exiger qu'un véritable dialogue avec les acteurs concernés soit engagé et s'assurer que des sites de recasement aient été préalablement aménagés pour les déguerpis. Ibeka, c'est lui qui a promis 200 000 emplois aux jeunes, vient d'en détruire 500 en quelques heures. Quel message lance-t-il alors à notre jeunesse désespérée? Ni les incantations, ni les manipulations des chiffres du chômage ne donnent l'espoir aux jeunes maliens. Ils sont des milliers, oui des milliers, préférant risquer leur vie au milieu de la Méditerranée plutôt que de se morfondre et mourir à petit feu dans notre pays. Le 17 juillet 2017, alors même que les diplômés arrivent de plus en plus nombreux sur le marché de l'emploi, le ministre de tutelle assure haut et fort que de septembre 2013 au 30 juin 2017, les structures spécialisées ont enregistré la création de 199 418 emplois, soit un taux d'exécution de 99,8% des 200 000 emplois promis par le chef de l'État. 428 emplois privés à travers les contrats visés par la Direction nationale du travail et ses services régionaux. 3692 emplois créés au titre de la composante 2. Création d'emplois par le secteur privé pour les jeunes dans le cadre du PROCEJ. 107 114 emplois publics de septembre 2013 à juin 2017. De façon générale, il a été constaté une augmentation régulière du nombre d'emplois créés. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que les 200 000 emplois sont pratiquement atteints. Donc, à Oukma, on a 96 000 emplois à peu près qu'on créera dans le secteur privé. Donc, à Mafo Anyana, il y a créé
Ibeka est créé sababu ko créer ko créer dans le secteur privé donc Ibeka to baramunu to me créer amolu jatale mogotul la donc ako 96 000 emplois ko contrat signé le bolubulu bon procédure mi signé mi créé mi me ku ka niveau là au mancha 3600 mais kabako mi ministre ko 107 114 emplois 107 114 emplois ko on créer la fonction publique là mais ni ministre be planète du maintenant Mali fonctionnaire Bella Djale 56 675 personnes. Le recensement 31 décembre 2015 au trésor qu'a donné 56 000 personnes et Koko Ibeka et 107 000 emplois créés fonction publique. Au fonctionnaire ou Bemi Mali fonctionnaire B mime émargé trésor là au 56 655 31 décembre 2015 là. Et ni Mali fonctionnaire B fragnon quand à tête mais 110 000 personnes quand Mali fonctionnaire B ministre de l'emploi ni ministre de la fonction publique on vous met en défi. Aïe bon chiffre oui. Naou dalemba ouera Mali fonctionnaire bête te 110 000 cas. Naou koko Ibeka et 110 000 kilo. Yani Ibeka quand la fonction publique coûte mal là. Qui sont alors les bénéficiaires de ces emplois? La majeure partie de ces prétendues créations n'est qu'en fait des remplacements dans la fonction publique dus aux vacances de postes habituelles tels que les départs à la retraite, les décès, etc. Qu'en est-il de la sécurité? Le 18 janvier 2017, l'accord pour la paix et la réconciliation subit son plus gros coup de poignard dans le dos. C'est l'attaque kamikaze à la voiture piégée du camp du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination à Gao. Les corps des victimes sont évacués à bord de ces véhicules. Sur ces photos, des dizaines de corps jonchent encore le sol. Voici les premières images, tournées quelques minutes après l'attentat. On découvre le cratère provoqué par l'explosion. Sur ce cliché, on aperçoit un immense panache de fumée. On mesure la puissance du souffle. Il est 8h30 ce matin. L'assaillant pénètre dans un camp militaire situé à Gao, au nord du Mali. Il circule à bord d'un véhicule piégé. Le kamikaze se fait exploser au milieu des soldats. Puisque moi j'étais juste au fond, je voyais le véhicule qui a franchi, qui a forcé la porte. Bon, c'est comme s'il a monté sur des gens d'abord, et puis paf. Les soldats tués appartenaient à ce bataillon, filmé il y a quelques jours. Des groupes Touaregs alliés à des militaires pro-gouvernementaux, leur force symbolisait l'accord de paix au Mali. C'est l'attentat terroriste le plus meurtrier jamais commis au Mali, avec un bilan final de 61 morts et 103 blessés. Dans la foulée, l'URD et son président condamnent l'attentat. Soumaïla Cissé prend alors l'initiative d'un grand rassemblement national contre le terrorisme et pour la paix au Mali. Opposition, majorité, société civile, simples citoyens, tous se retrouvent au Monument de la Paix le 21 janvier 2017. Nous restons mobilisés auprès de toutes les forces patriotiques de notre pays pour combattre et condamner avec la dernière énergie les forces rétrogrades et d'un autre âge qui voudraient asservir notre peuple et bloquer son développement. Nous présentons nos condoléances aux forces armées maliennes, aux groupes armés signataires des accords d'Alger, aux familles endeuillées et à l'ensemble de la nation malienne. Nos souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Chers amis, nous sommes en deuil. Des filles et des fils de pays amis et de la communauté internationale sont morts aux côtés des nôtres pour défendre notre patrie. En leur mémoire, nous devons prêter le serment que leur sacrifice ne sera pas vain. En leur mémoire, nous devons faire aboutir la paix. En leur mémoire, nous devons lancer la renaissance de notre pays. Le 18 avril 2017, un détachement des forces armées maliennes basé à Gourmara-Rousse est attaqué par des terroristes. Bilan, 5 soldats maliens tués et plusieurs blessés. Une nouvelle attaque d'un camp militaire dans le nord du Mali ce dimanche. L'attaque s'est produite à Gourmars-Raous, dans la région de Tombouctou. Selon des sources locales et sécuritaires, les insurgés ont brûlé et emporté du matériel militaire aux grandes dames des forces présentes. Le calme serait revenu dans la région. Une source sécuritaire malienne a parlé d'un acte terroriste, mais l'attaque n'a toutefois pas été revendiquée. Le nord du Mali est en proie aux groupes armés depuis 3 ans
Des djihadistes lancent régulièrement des offensives contre les positions de l'armée malienne et celles de la MINUSMA. Le 24 mai 2017, des hommes armés mettent le feu à plusieurs salles de classe dans le secteur de Yuwaru et région de Mopti. Des situations similaires empêchent même la tenue des examens du DEF. 500 écoles sont fermées dans le centre et le nord du pays et le reste jusqu'à ces jours. Preuve que l'État est de moins en moins présent dans cette zone. Dans un rapport rendu public le 22 septembre 2017, Amnesty International indique que l'insécurité empêche plus de 150 000 enfants d'aller à l'école au moment où notre pays célèbre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Face à cette situation déplorable, le président Ibeka et ses acolytes ne trouvent rien d'autre à faire que de distribuer des cahiers à leur effigie aux élèves du Mali. Du jamais vu. Tout simplement du jamais vu dans notre pays. 11h, 13h, ko président mako bala kan président nga ñoy antara kuluba kamata commune geni président ne bolo problème munu ba an okolon kan an nga to ori ne fo ale mais an kumenu kuma ka munye ko question te poser ale ku e jamana nyam ko question te poser ku na ma poser ko na poser donc ko question te poser ale ku question te poser ku inana kita ke ere ka kalanga sorbonne na depuis ya yele na ma ala ka kalanga sorbonne na me so anti ka kalanga o kora ha fo amena un fantandoni ale en fa mara dom na mara bon na la ka dien ale ata fo ala de ma ata fo atesi ka ketan ko ala grande surprise tellement ou ya don ko no ko mo ko rombilio do katan kapta mobili ni do jo unde nu do jo dala ko jeune karo pour vous ko dama quoi autrement extra terre sur amina mobili nyiminia anga sira de beka mobili la ngam mobili nyiminia amoko banga bigini feri la amoko be profure la wata kalanga ngu donner man kulo la ko douan kuno de antai e ka mobili ntantai ne faso tadi wallahi billahi tallahi mali be bolo nganta mali te bolo nyana maka parce que ne sigi ka jesu laje ka ko laje no ko no nganta chena mais ala de masai quoi. Les terroristes gagnent du terrain, s'installent et dictent leurs lois. Les groupes s'organisent et nouent des alliances. Ainsi, 2017 a débuté de la pire des manières dans la seule région de Mopti. Le 2 janvier 2017, attaque contre une unité méariste entre Boni et Omboré. Le 11 janvier 2017, une patrouille des forces armées maliennes chargée de sécuriser le tronçon Massina-Diafarabé saute sur une mine dans la matinée. Le 18 janvier 2017, assassinat de Amadoun Diko, maire de Boni. Le 29 janvier 2017, assassinat du chauffeur d'un minicar à Boré. Dans la nuit du 30 janvier 2017, attaque contre le poste de contrôle de la gendarmerie de Somadougou. Le 2 janvier 2017, assassinat d'un gendarme et d'un civil à Tenenkou. Dans la nuit du 4 au 5 février 2017, attaque du poste de sécurité de l'armée malienne à Medina Croix, à quelques 5 km de Mopti. Le 25 mars 2017, un véhicule des FAMA saute sur une mine à 20 km du village de Kwakourou. Le lendemain, assassinat à Yirma de Adri Ongoiba, chef coutumier du village. Le 25 avril 2017, attaque du poste de sécurité à Aka. Le 22 juin 2017, attaque contre un poste de gendarmerie à Boni. Le 4 août 2017, attaque d'un car de transport de la compagnie Nour à 13 km de Douanza. Le 8 août 2017, attaque d'un car de transport de la compagnie Nour entre Boni et Simbi. Le 14 août 2017, attaque contre le camp MINUSMA de Douanza. Le 19 août 2017, attaque du poste de douane de Wankoro. Le 28 septembre et le 5 octobre 2017, attaque des bateaux de la Comanave près de Kwakourou. Pendant ce temps, 132 localités du centre et du nord du Mali dans les secteurs de Massina, Niono, Mopti, Djéné, Douanza, Tenenkou, Yuwaru, Tombouctou, Diré, Gundam, Nyafonke, Gourmararous, Ansongo, Bourem, Anderaboukan, Inekar, Tinderman, Abeybara, Aïchibogo, Tin Esako, Fumelba, Ashurat Al-Arouche, Arawan, Bou Djebeha demeure sans sous-préfet, sans représentant de l'État et livrée à elle-même. Dès le début du mois de juillet 2017, des combats meurtriers entre la CMA et le Gatia, deux groupes armés signataires de l'accord,
connaissent un regain d'intensité dans la région de Kidal. Nouveau coup dur pour le Mali. Après la caserne de Nampala ce mercredi, de violents combats de rue ont eu lieu jeudi 21 juillet à Kidal entre des partisans de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et ceux des membres du Gatia. Des armes lourdes étaient au rendez-vous. L'élément déclencheur des hostilités semble être lié à la mort d'un homme du HQA, Assadek Ad Moussa, présenté comme un officier le 19 juillet à Kidal. Celui-ci aurait été assassiné par plusieurs éléments du Gatia. Malgré les pressions de la communauté internationale et les missions des bons offices, les tensions s'accentuent. Les affrontements entre ces groupes armés commencent le 6 juillet 2017 à Aguelok et se poursuivent le 11 juillet 2017 à Tidjachiwen et à Anefis. Le 26 juillet 2017, de violents accrochages se produisent dans plusieurs localités de la région de Kidal, Takalot, Anefis, Tiwargen, Amassine, Koniba. C'est à la suite de ces combats que la MINUSMA révèle l'existence de charniers et la découverte d'enfants soldats dans les rangs des groupes armés. Les organisations des droits de l'homme montent au créneau pour dénoncer ce qui apparaît comme une grave violation des conventions relatives aux droits de l'homme. L'immense campagne de sensibilisation organisée par le gouvernement autour de l'accord de paix issu du processus d'Alger, présenté comme étant le meilleur, n'a eu strictement aucun effet. Bien au contraire, les Maliens assistent à une flambée de la violence avec son cortège d'attaques meurtrières contre les forces armées et de sécurité, les forces de la MINUSMA et les populations civiles au nord, au centre et désormais au sud du pays. En 2016, 396 personnes, dont 207 civils, ont perdu la vie dans le centre et le nord du Mali. Au moins 52 personnes tuées et 10 000 autres déplacées dans le centre du pays du début de l'année à mars 2017, selon Human Rights Watch. Depuis le début de l'année 2017, plus de 600 personnes ont perdu la vie suite au climat d'insécurité ambiant partout dans le pays. Gao, Gabero, Menaka, Niafunke, Ansongo, Boulekissi, Gargando, Rarous, Nampala, Dogofri, Djabali, Al-Mustarak, Aguelak, Gundam, Tombouctou, Ambori, Bitagungu, Bourel, Douanza, Benena, Kidal, Kona, Korienze, Yuaru, Tenenkou, etc. La liste ne cesse de s'allonger. Et Bamako non plus n'est pas épargné. Vol, braquage, agression de tout genre demeurent le lot quotidien des habitants de la capitale malienne. Une énième attaque terroriste au campement Kangaba, un site de loisirs situé à Niamana près de Bamako, a été perpétrée le 18 juin 2017. 5 victimes sont à déplorer, 4 civils et un militaire malien. Une Malienne et un Portugais qui travaillaient pour l'Union européenne au Mali ont péri dans l'attaque djihadiste qui a visé un complexe touristique près de Bamako. En tout, 5 personnes, dont 3 civils et 2 militaires, ont été tués, selon un dernier bilan. Les forces maliennes, qui ont reçu le renfort des militaires français et de ceux de la mission de l'ONU, ont abattu 4 assaillants. Ce témoin raconte l'attaque. Un homme est arrivé en premier sur une moto. Il a crié « Allah Akbar, Allah Akbar ». Il a posé sa moto et il a commencé à tirer. Puis il s'est dirigé vers la piscine sur la colline et une voiture est arrivée avec 3 autres assaillants. L'attaque a également fait plusieurs blessés, dont 2 grièvement. Près d'une quarantaine de clients ont pu ressortir vivants de ce complexe touristique situé à la périphérie de Bamako et fréquenté notamment par des expatriés. S'ajoutent à cela les enlèvements de civils et militaires partout dans le pays. Birama Touré, journaliste du Sphinx, le 29 janvier 2016. La demi-douzaine de jeunes femmes a enlevé suite à l'attaque de Nampala en juillet 2016. Sophie Petronin, le 24 décembre 2016 à Gao. Sœur Gloria, le 7 février 2017 à Karangasso. Amadou Dioum, le 27 avril 2017 à Yuaru. Au moment où la crise sécuritaire s'aggrave de jour en jour,
les engagements ne sont pas tenus et aucun délai n'est respecté. Prévu pour le 20 juin 2017, conformément au calendrier, le retour de l'État malien à Kidal est de nouveau ajourné. La seconde date du 20 juillet 2017 se solde aussi par un échec. Du 27 mars au 2 avril 2017 se tient au Palais de la Culture la conférence d'entente nationale prévue par l'accord d'Alger. La cérémonie de cette conférence est marquée par l'absence de certains mouvements, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad et les partis politiques membres de l'opposition. La salle se remplit peu à peu, mais des chaises restent vides. Les ex-rebelles de la CMA et l'opposition politique ont décidé de boycotter la conférence d'entente nationale. L'opposition apprend avec consternation par voie de presse que des conférences préparatoires ont eu lieu dans les régions et à Bamako. Les forces vives ont, paraît-il, participé à ces conférences, tandis que l'opposition n'a jamais été conviée. Il en a été ainsi pour les négociations des accords d'Alger, auxquels l'opposition n'a jamais été conviée, malgré sa demande expresse auprès du chef de l'État le 3 septembre 2014. Ceci est la traduction du constant mépris du gouvernement et de la majorité présidentielle à l'égard de l'opposition. La conférence d'entente nationale du Mali est annoncée pour la période du 27 mars au 2 avril 2017. L'opposition politique malienne et les groupes armés réunissant la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et la plateforme se disent surpris de cette date. L'opposition affirme avoir envoyé un courrier au gouvernement il y a quelques jours pour soulever certains points et faire des suggestions quant à la tenue de cette conférence d'entente nationale. Les groupes armés, eux, estiment que cette conférence ne peut se tenir si la sécurité, le cantonnement des soldats et le retour des réfugiés ne sont pas effectifs. Nous avons dit tout simplement, dans leur forme cette fois-ci, que nous n'avons pas été invités. C'est pendant que nous étions en réunion que des cartes d'invitation sont arrivées. Donc c'est pour dire à l'opinion publique qu'en réalité, le gouvernement et les organisateurs ne voulaient pas de la participation de l'opposition. L'opposition, nous avons envoyé des délégués jusque chez le médiateur pour mieux comprendre le format, lui demander comment nous allons participer, quel est le nombre de personnes de l'opposition qui vont participer et quels sont les termes de référence définitifs. Nous avons vu les termes de référence définitifs le jour où nous avons rencontré la CEMA et la plateforme. C'est eux qui nous ont donné les termes de référence. Ensuite, nous n'avons pas à ce jour, nous ne savions pas si nous étions invités, nous ne savions pas combien devait y aller. Dans le fond encore, vous savez, les termes de référence ont été établis pour une conférence qui s'ouvrait le 27 jusqu'au 2 avril, avec à la fin une charte pour la réconciliation, la paix et l'unité du pays. Vous savez que depuis l'intervention des groupes armés, le format a changé. La conférence n'est plus la même. La conférence est devenue une conférence mornée parce que les groupes armés ont exigé un autre format et ce format a été accepté tout simplement par le gouvernement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, où en réalité, depuis 3 jours, rien d'important ne s'est passé. Depuis 3 jours, les gens tournent en rond. En gros, c'est comme un train, comme dirait le chef de l'État, mais on ne savait pas où il va. On ne sait pas où le conducteur veut nous amener et on ne sait même pas dans quelle direction ce train va. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Après d'intenses négociations, la CMA participe aux travaux à la veille de la clôture. Le chef de file de l'opposition assiste seulement à la clôture après moult tractations. Nos offres d'un dialogue républicain ont toujours été rejetées. Attristés une nouvelle fois par cette mauvaise gouvernance, les présidents des partis politiques de l'opposition avaient convenu de ne pas participer aux assises de la conférence d'entente nationale. Le mercredi 29 mars, nous avons reçu une délégation du bureau de la conférence nous invitant à participer à cette conférence. Nous saluons les délégués qui étaient venus. Il est important d'informer l'opinion nationale et internationale que c'est au cours de cette réunion, 3 jours après le début de la conférence, que sur diligence d'un membre de la délégation, nous avons reçu les cartes d'invitation à la conférence en début de soirée, 3 jours après. Pour nous, il était évident que notre présence n'était pas souhaitée. L'existence de l'accord de paix ne devrait nullement occulter la situation sécuritaire inquiétante dans le nord et le centre du pays. Cette conférence, émanation de l'accord de paix d'Alger, peut-elle atteindre ses objectifs si les termes de référence de la conférence d'entente nationale se référant à l'article 5 de l'accord d'Alger relatif à l'Azawad? Cette conférence, émanation de l'accord de paix d'Alger, peut-elle atteindre ses objectifs si aucun rapport
d'aucun observateur indépendant n'a jamais été rendu public conformément à l'article 63, et je cite l'article 63. La rédaction et l'adoption d'une charte de la paix, document essentiel prévu initialement pour conclure les travaux, sera finalement reporté. 3 jours seulement après, la CMA célèbre en grande pompe à Kidal le jeudi 6 avril 2017, le 5e anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'Azawad. Le 8 mars 2017, le président Ibeka, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, s'engage devant les femmes du Mali à respecter le quota de 30% dans la nomination des femmes aux postes de responsabilité selon la loi numéro 2015-025 que sa propre majorité a votée. Parlant vrai, agissant en vérité, en face une application correcte, diligente. Nous nous efforcerons pour notre part d'en tenir compte dans la mise en place du gouvernement à venir. Inch'Allah. 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 À peine un mois plus tard, le 8 avril 2017, Ibeka nomme son 4e Premier ministre en 4 ans, Abdoulaye Idrissa Maïga. Celui-ci présente un gouvernement comptant seulement 8 femmes dans sa composition sur 34, soit seulement 23%. Le chef de file de l'opposition a introduit un recours auprès de la Cour suprême pour violation de la loi. Le 11 juillet 2017, et comme il fallait s'y attendre, la Cour suprême déclare la requête irrecevable pour défaut d'intérêt. Ce qui signifie en termes clairs que la violation de la loi par le président de la République ne présente aucun intérêt pour le peuple à travers ses représentants, les députés. Autre fait marquant, le retour de Tchéman Hubert Coulibaly dans le gouvernement comme ministre de l'administration territoriale. Ministre de l'administration territoriale, M. Tchéman Hubert Coulibaly. Celui-là même qui avait été chassé pour avoir menti après la déroute de l'armée malienne à Nampala et l'occupation de la localité de Boni en 2016. Le décret numéro 2016-0510 PRM du 7 juillet 2016 portant nomination des membres du gouvernement est abrogé en ce qui concerne M. Tchéman Hubert Coulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants. Lors de sa déclaration de politique générale, l'opposition refuse d'accorder sa confiance au gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga. Cependant, l'opposition parlementaire n'approuve pas la déclaration de politique générale du Premier ministre car selon elle, cette DPG n'est pas réaliste et n'intègre pas les grandes préoccupations de l'heure. Le Premier ministre n'a pas parlé du référendum dedans. Donc pourquoi il n'a pas parlé? Or, c'est l'actualité à la une aujourd'hui sur le plan national. La déclaration de politique générale ne fait pas cas des engagements pris par le gouvernement lors des tournées du ministre de l'énergie et de l'eau qui a annoncé à l'ensemble de la population l'extension du service public de l'eau et de l'énergie dans tous les chefs-lieux de Mali et les localités frontières. Il ne parle ni du temps d'exécution, ni des localités où ça doit être exécuté. Et les annonces aussi ne sont pas chiffrées. Donc c'est un problème. En 14 mois, il faut des précisions. Et nous sommes à cette phase. Le 19 mai 2017, le nouveau président français Emmanuel Macron étrenne son costume de chef des armées et effectue une visite aux troupes françaises stationnées à Gao. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est alors contraint de faire le déplacement pour l'accueillir. Cette démarche est ressentie comme une humiliation par une grande partie du peuple malien. Le 10 juin 2017, Tchébilien Dramé, président du Parrainant, a révélé lors d'une conférence de presse des soupçons de surfacturation qui pèsent sur les projets routiers dits prioritaires lancés par le président Ibeka le 3 mai 2017. Le président a initié des projets visant à désenclaver plusieurs localités du pays. L'intention est louable, car les populations maliennes et l'activité économique souffrent en toute saison du mauvais état des voies de communication. Toutefois, cette opération de désenclavement a été l'occasion de montages financiers douteux et scabreux, avec comme résultat une énorme évaporation financière au détriment du contribuable malien. 5 projets de route et un pont, celui de Kamankole à Kaï, constituent les PPP.
qui sont gérés par une coordonnatrice des projets prioritaires sous l'autorité du directeur national des routes. Les PPP ont deux caractéristiques principales. Ils sont financés par le budget national. Les marchés ont été attribués à la suite de consultations restreintes qui ont ouvert la voie à d'énormes surfacturations, à des détournements des deniers publics. En plus d'une grande opacité autour de la passation de marché de ces projets routiers, certains éléments confortent fortement les soupçons de surfacturation. Un autre scandale à l'actif d'un régime abonné à ces pratiques. Du 19 au 24 septembre 2017 s'ouvre à New York la 112e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les médias portent un œil sur le comportement peu glorieux des délégations africaines, notamment celle du Mali. Across town, the UN delegation from Mali chose to stay at the Waldorf Astoria. Mali is the third poorest nation in the world according to UN numbers. Nearly 5 million people face starvation here. Still, this Mali diplomat wasn't ashamed to tell me he's sleeping in one of New York's most expensive hotels. Is it really okay for you to be staying at the Waldorf Astoria, a very expensive hotel? Yeah, Waldorf Astoria, Mali. It may be... Pendant que bon nombre de Maliens meurent de faim, la délégation malienne à New York se révèle être un bon client de l'hôtel Waldorf Astoria, l'un des hôtels les plus chers de la ville et dont la nuitée varie entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Tout simplement honteux. Quand on sait que le président lui-même porte une montre d'une valeur de 55 millions de francs CFA, tout simplement scandaleux. Sans réelle consultation préalable, le président de la République dépose sur la table du Parlement un projet de loi portant révision de la Constitution. Et comme toujours, les députés de l'écrasante majorité votent le texte, non sans l'avoir expurgé de deux éléments importants. La succession du président de la République en cas d'empêchement et le processus de décentralisation voulu par les accords d'Alger. L'opposition vote contre. Le gouvernement prend alors un décret pour fixer le référendum d'adoption de ce projet au 9 juillet 2017. Au Mali, le projet de loi relatif à la révision de la Constitution a été adopté par le Parlement. Le vote s'est tenu le samedi 3 juin 2017 à l'hémicycle. 111 députés sur 30 ont voté oui pour le projet de loi. Selon les membres de l'opposition qui ont voté non, le référendum constitutionnel ouvre la voie à la création d'un Sénat et renforce les pouvoirs du président de la République. En rappel, l'élection référendaire se tiendra le 9 juillet 2017. La tension monte très vite entre le gouvernement, les partis politiques de l'opposition et la société civile. Plusieurs fronts de lutte se créent pour animer la question. Ainsi, une alliance est scellée entre les partis politiques de l'opposition, des organisations de la société civile et des syndicats pour porter sur les fonds baptismaux la plateforme Ante Abana « Touche pas à ma constitution ». De l'autre côté, les partis membres de la convention de la majorité présidentielle, appuyés par certaines associations, fondent la plateforme Oui en son nom. Ante Abana réclame le retrait pur et simple de ce projet de révision de la Constitution, avec comme arguments principaux le renforcement des pouvoirs du président de la République au détriment des autres institutions de la République et la violation de l'article 118 qui stipule clairement qu'il ne peut y avoir de révision ou de poursuite de révision de la Constitution tant qu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Une première marche des partisans du mouvement Trop c'est trop, partisans du non à la bourse du travail, est réprimée par un fort contingent des forces de sécurité le 8 juin 2017. Une deuxième marche du même mouvement est brutalement réprimée sur la place de l'Indépendance le 10 juin 2017. Non, pour des raisons auxquelles chacun de nous, tout Malien, est conscient. Aujourd'hui, le pays va mal. Le pays va mal. On demande juste seulement à IBK de surseoir à cette idée de révision constitutionnelle, c'est tout.
Aujourd'hui, il n'est plus question de se taire. Aujourd'hui, il n'est plus question de tout accepter. On a tout accepté de ce pouvoir. Les jeunes du Mali, ils sont là et on va se battre jusqu'au bout. Ils ont déjà tué ce pays, mais ils ne vont pas l'enterrer. Nous allons renaître ce pays-là. Inch'Allah, on serait là. Et quand je dis Inch'Allah, ce n'est pas le Inch'Allah d'Ibeka, c'est le Inch'Allah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore constitution koi anta la bi anta la Chine. On d'accord anta un bana muna. Bon ni sharia sumba yala mali kofo. Sra de bala kanga yala mani sramye o sra de matagama u fe o koro ante. Ibe kayem jamana den kuma sulu. Kan ni so goya kan joan yere la ka to anya don kan yabe kan yere la. Entre-temps, les groupes parlementaires VRD et ADP Maliba Sadi saisissent la Cour constitutionnelle afin de statuer sur la constitutionnalité du texte du projet de révision de la Constitution. Une troisième marche pacifique par la plateforme Ante Abana à Bamako a eu lieu le 17 juin 2017 à la place de la Liberté. Elle mobilisera près de 500 000 personnes. La quatrième marche organisée le 15 juillet 2017 à Bamako, dans les capitales régionales et à l'étranger, mobilise près de 2 millions de personnes, du jamais vu au Mali depuis mars 1991. Vous demandez le retrait pur et simple, sans réserve, du projet de révision constitutionnelle. Entre-temps, la Cour constitutionnelle prononce la constitutionnalité de la loi tout en demandant des corrections sur le texte. Suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, les députés des groupes parlementaires d'opposition, Vigilance républicaine et démocratique, VRD, et ADP Maliba Sadi animent une conférence de presse le 7 juillet 2017 à la Maison de la Presse de Bamako. Les honorables députés Modine Ndiaye, URD, Omar Maliko Sadi et Amadou Thiam, ADP Maliba, donnent des éclaircissements sur cette décision de la Cour constitutionnelle qui renvoie le texte de la révision en relecture, donnant de fait ainsi raison à l'opposition quant à son anticonstitutionnalité. Je dirais que cet arrêt est une victoire éclatante pour l'opposition parlementaire. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons demandé à la Cour? Nous avons demandé à la Cour de déclarer que la loi qui a été publiée dans le journal officiel est anticonstitutionnelle. Point barre. Qu'est-ce que la Cour devait dire? Elle est constitutionnelle ou elle est anticonstitutionnelle? Par ailleurs, les juges de la Cour constitutionnelle, particulièrement inspirés ce jour-là, qualifient l'insécurité chronique et récurrente qui prévaut dans notre pays de résiduelle et estiment que l'intégrité du territoire malien n'est pas atteinte, ce qui ne fait qu'augmenter les tensions sociales déjà vives. Le référendum prévu le 9 juillet 2017 est reporté à une date ultérieure par le gouvernement
en Conseil des ministres. Les partisans du oui se trouvent sur la défensive et multiplient sur fond d'achat de conscience les meetings d'information dans la capitale et à l'intérieur du pays pour rallier désespérément les populations à leur cause. La majorité présidentielle se fissure. Beaucoup de ses membres, notamment le SNID, Yéléman, l'UDD et une partie de l'ADEMA, appellent au retrait du texte. Jeune Afrique révèle sur son site le 29 juin 2017 que le président de la République aurait fait appel à un avocat français, Maître Marcel Sekaldi, moyennant une grosse rémunération pour rédiger le texte constitutionnel proposé au Parlement. Pourtant, le 20 avril 2016, un comité d'experts avait déjà été mis en place suite au décret numéro 2016-0225/PMRM afin de se pencher sur cette question avec à sa tête Maître Mamadou Ismaïl Konaté, l'actuel ministre de la Justice. Le rapport de ce comité, également payé aux frais de l'État, n'a jamais été rendu public. Le 8 septembre 2016, l'honorable Soumaïla Cissé, lors de sa rencontre avec le président de la République Ibeka Koulouba, déplore un déficit réel de dialogue dans le pays. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous l'avons demandé, et j'ai redemandé que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Dans son entêtement, le pouvoir persiste dans le déni, n'entend rien, ne voit rien, absolument rien du tout, et méprise la volonté du peuple souverain. Maître Kassoum Tapo, le ministre en charge du dossier, va jusqu'à tenir des propos discourtois à l'endroit des militants de la plateforme anti-Abana sur le plateau du journal télévisé de 20h de l'ORTM du 23 juin 2017. Une majorité est responsable. Cette marche qui a eu lieu il y a quelques jours et celle qui est programmée sont parfaitement antidémocratiques, anti-républicains et antipatriotiques. Dans la même lancée sur les réseaux sociaux, il affirmera que le projet de réforme bénéficie du soutien des partenaires, notamment du président français Emmanuel Macron. Argument utilisé quelques jours auparavant par le président Ibeka lors de la conférence de presse commune avec le président français à l'issue du sommet du G5 Sahel qui disait « En retirant ce projet, je trahirai mon pays ». Le président Keïta serait mieux inspiré de retirer ce document-là du circuit. Si je le fais, je trahirai mon pays et la signature de mon pays. Je ne le ferai pas. Dès lors, les positions se radicalisent. Devant l'ampleur de la mobilisation des partisans du non et devant les défections de son propre camp, le président de la République initie un semblant de consultation avec les chefs religieux, les familles fondatrices de Bamako, l'ordre des avocats et notaires, les chambres professionnelles, APCAM, CCIM, tout en excluant totalement l'opposition et la plateforme anti-Abana. Le jeudi 3 août 2017, le jeune chroniqueur et porte-parole de la plateforme anti-Abana, Mohamed Youssouf Batili alias Rasbat, fait son retour à Bamako après une tournée européenne afin de véhiculer le message de la plateforme. Son retour intervient alors que le 26 juillet 2017, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. Au même moment, à la Bourse du Travail, la plateforme anti-Abana tient un grand meeting d'information et de sensibilisation. Des centaines de milliers de personnes sortent massivement pour l'accueillir et l'accompagner sur le lieu du meeting. Une mobilisation record. C'est alors que le 7 août 2017, la plateforme anti-Abana lance un ultimatum au président de la République pour qu'il retire son projet et s'adresse à la nation au plus tard le mardi 15 août 2017 à minuit, condition sans laquelle ils marcheront sur l'Assemblée nationale le mercredi 16 août 2017 afin de déposer une lettre de mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Sentant les risques évidents d'une déstabilisation du pays dans ce bras de fer, les religieux et les familles fondatrices de Bamako montent au créneau.
Dans un premier temps, ils engagent un dialogue avec la plateforme anti-Abana pour s'imprégner de leurs revendications. Après une entrevue avec le président de la République, ils reviennent demander à la plateforme de retirer son ultimatum. Déjà présent et en bonne, et puis abi fait une bonne job. Mais ni présent yo soso. On me fera le bon. Ceux-ci, par respect pour eux, différeront l'ultimatum du mercredi 16 août 2017 au samedi 19 août 2017. À l'issue des échanges, la plateforme informe l'opinion nationale et internationale que sa marche citoyenne et populaire du 16 août 2017, qui exigeait la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ibrahim Boubacar Keïta pour haute trahison, est reportée au samedi 19 août à 9 h sur le même itinéraire. C'est à l'issue de ces différents pourparlers que le président de la République reçoit la délégation de la plateforme anti-Abana à Koulouba le vendredi 18 août 2017 et dans la foulée, il s'adresse à la nation à la télévision pour annoncer qu'il sursoit à son projet de révision constitutionnelle. Mes chers compatriotes, j'ai décidé, en toute responsabilité, de surseoir à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Le lendemain, la plateforme anti-Abana organise un grand meeting devant la Bourse du Travail pour célébrer la victoire de ses militants et en appeler à leur vigilance jusqu'au retrait pur et simple du projet. C'est la victoire du peuple de la plateforme, c'est la victoire du peuple malien tout entier, c'est la victoire du mouvement populaire déclenché depuis le 8 juin pour que le président renonce à cette révision anticonstitutionnelle de la Constitution. C'est la victoire du peuple tout entier, c'est la victoire de la détermination, c'est la victoire du tournant que nous avons pris à partir du meeting du 3 août. C'est la victoire de l'ultimatum, c'est la victoire de la lettre adressée à l'Assemblée nationale pour demander la mise en accusation du président. C'est la victoire du peuple malien, mobilisé, debout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est une victoire contre l'arrogance, c'est une victoire contre le mépris. Et je crois que désormais au Mali, les jeunes seront écoutés. Désormais au Mali, on va prôner le dialogue. Le président de la République ne voulait pas de dialogue. Le président de la République a été obligé de venir à un dialogue et à nous écouter. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un tournant historique dans notre pays. Et ce tournant, les jeunes, vous devez le prendre en main. C'est votre victoire, ce n'est la victoire de personne. Il s'agit de votre avenir. Aujourd'hui, nous avons réussi une étape, mais il y a le reste à venir. Ce bras de fer a d'abord et surtout mis à mal l'unité et la cohésion entre les Maliens eux-mêmes. Des parents, des voisins, des collègues de travail, des amis, des camarades de lutte ont été divisés et ces divisions se sont souvent traduites par la violence. Le 2 juillet 2017, une délégation de la plateforme conduite par le chroniqueur Rasbat est empêchée manu militari d'entrer dans la ville de Bougouni. Le 19 juillet 2017, le véhicule de l'épouse de l'honorable Soumaïla Cissé est vandalisé à Bakwadji Koroni. Le même jour, le sit-in pacifique organisé devant l'ORTM par les associations Trop c'est trop et Ça suffit, tous deux membres de la plateforme anti-Abana contre la censure de la télévision publique, est la cible d'attaque par des miliciens loubards, manifestement commandités. Le 20 juillet 2017, un résident du domicile des membres de la plateforme au quartier Hippodrome est grièvement blessé par balle. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2017, la voiture de militants de la plateforme à Sirakoro-Meguetan est attaquée. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, le chroniqueur Maréchal Madou est victime d'une tentative d'assassinat. De la campagne présidentielle du candidat à l'installation du président, une lueur d'espoir illuminait le Mali. Les slogans de campagne, synonymes de rupture avec les anciennes pratiques, se sont avérés en fin de compte un leurre. Dans cette aventure, la famille, les compagnons politiques et les amis ont envahi les postes de responsabilité avec pour unique objectif se servir au lieu de servir le pays. Les Maliens savent maintenant qui est Ibrahim Boubacar Keïta, ce président sans programme et aucune vision.
On voit bien que le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement malien ne fait pas tous les efforts qu'il devrait. L'homme qui n'a qu'une seule parole, le Kankele Tigui, n'est en fin de compte que le Kantiama Tigui, l'homme aux multiples paroles. Ceux qui veulent la paix négocieront sans armes avec le gouvernement du Mali. Aucun rebelle ne saurait se hisser à ma hauteur pour discuter d'égal à égal. Cela n'est admis nulle part et cela ne sera pas admis par le gouvernement du Mali, par le président du Mali que je suis. Et plus que jamais, j'y crois. Ce processus a été conduit de main de maître par une équipe de patriotes, de dignes fils de ce pays. Mais même mieux, le président Keïta serait mieux inspiré de retirer ce document-là du circuit. Si je le fais, je trahirai mon pays et la signature de mon pays. Je ne le ferai pas. J'ai décidé, en toute responsabilité, de surseoir à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle. Nous n'avons pas de mérite d'avoir élaboré et fait voter la 2015-052 du 18 décembre. C'était dû. Nous nous efforcerons pour notre part d'en tenir compte dans la mise en place du gouvernement à venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Et dire qu'il promet de remettre ça en 2018? Est-ce que vous avez l'intention de vous présenter pour un nouveau mandat pour réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser dans votre première... Cher ami, que je réserve cette question. En tant que croyant, je m'en remettrai à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa volonté sera faite. Merci de ces... Si c'est cela la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne me soustrairai pas, encore une fois. Aussi bien qu'à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur, IBK est décrié. IBK est accusé. IBK est acculé. Aujourd'hui, au regard de l'extrême déception et à l'allure où s'enchaînent les événements, l'après-IBK nécessitera beaucoup de talent, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation pour redresser un pays déjà en lambeaux. En somme, toute une autre manière de gouverner. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer à juste titre une alternance crédible en 2018 afin de mettre fin à cette descente aux enfers du Mali. L'heure est grave. Quel espoir reste-t-il à ce peuple meurtri, déçu et trompé? Sigi maname, sodigi na dondo, ambedumi. Haga maname, aletale bebere nini, adumanana. Amadu tumani, ambeni mizara, wapadu wade maloka tosinino. Ibeka wasage, yamabana iye, nisigi tumame, sondigi tidon. Fanga manafo, ale soro te doereye, kulo jugumi.